Un jour de fête nationale, elle est en cellule, en isolement total. D'autres ont brisé les barbelés. Elles ont couru à travers champs. Elles ont migré. Où sont-elles? Dans quel pays? Quelle importance? J'espère qu'elles balafrent les nations, qu'elles leur échappent. J'espère sans espoir. Les évasions sont si rares. Dat is niet toegestaan, hè? Niet toegestaan, hè? After the escape, all the employees were after me. I'm constantly being watched. I always have someone on my back. After July 21st, we weren't allowed to make phone calls for a whole week. Now we can, but they reduced the time. We used to be allowed to call from 9 a.m. to 10 p.m. Now it's only from 3 to 6 p.m., the time when calls are most expensive. Rules keep changing anyway. One day something's allowed, and the next day it's not anymore. Là, ce qu'on voit, c'est le dernier travelling de gauche à droite du film, l'avant-dernier. Premier et le seul, en fait, où on est véritablement devant le centre fermé, 127 bis, où était enfermée Semira. Et donc, c'est un long travelling où on découvre le lieu et qui se termine par l'intervention de cette surveillante qui apparaît de manière assez surprenante dans le cadre, dans le champ, pour nous dire que c'est interdit d'être là, qu'on ne peut pas filmer. Et c'est à la fois le mouvement personnel que j'ai fait pour oser aller affronter l'interdiction de filmer devant et de me confronter à une potentielle arrestation. Et c'est aussi le temps qui raconte la logique d'enclosure du territoire. On a cet espace vierge dans lequel on apparaît déjà un indice de ce qui va se produire, puisque dans le premier travelling du film, on voit un avion qui figure qu'il y a quelque chose au loin qui se passe pour mener le chemin vers la construction, puisqu'on va voir ensuite des travaux qui sont en fait la construction du dernier centre qui a été construit l'année dernière, des annexes pour enfermer des familles avec enfants.
et pour terminer sur le bâtiment construit. Donc c'est ces deux temporalités qui se chevauchent entre le présent de ce que je peux observer de ce qui se passe, et en même temps ça raconte cet enfermement progressif et cette construction et ce territoire que petit à petit on enclôt, on enferme, on barricade. Un jour de fête nationale, elle est en cellule, en isolement total. Sur le travelling, il y a la voix de Maya, et à ce moment-là, elle nous raconte ce qui s'est passé le 21 juillet 1998, le jour où Semira a subi sa 5e tentative d'expulsion. Et ce jour-là, elle résiste encore et elle est enfermée en cellule d'isolement. Et au même moment, les sans-papiers à l'intérieur du centre vont réagir et vont casser des fenêtres. Et il y a une 30aine de personnes à l'intérieur du centre qui vont réussir à s'évader. Et donc Maya raconte cet épisode-là qui est à la fois dans la mémoire collective militante un moment assez incroyable de possibilité de résistance concrète. Donc Maya nous raconte cette histoire qui termine par cette phrase « J'espère sans espoir. Les évasions sont si rares. » Qui est quelque chose qui est très présent dans le film aussi, qui est le rapport militant à la fois la nécessité d'espérer et en même temps la violence d'État est telle en face que ça devient difficile de continuer à espérer, et en même temps il y a un devoir de continuer à espérer et à lutter, parce que si on arrête d'espérer, on arrête de lutter simplement. Et face à cette phrase, la surveillante arrive pour nous dire que ce n'est pas permis. On ne sait plus très bien qu'est-ce qui n'est pas permis. Est-ce que c'est de filmer? Est-ce que c'est d'espérer? Est-ce que c'est de s'évader? Ou est-ce que c'est de tuer Semira? Ce texte de Maya, qui a été la base de l'écriture du film, l'élan, en fait, le premier élan qui a fait émerger l'idée d'un film, c'est un texte que Maya, chaque année, durant les commémorations de la mort de Semira, redisait sur scène. Et quand on a commencé à penser ce film, c'était pour Maya la possibilité que le texte puisse exister sans elle. Mais évidemment, pour les besoins du film, la présence des images nous a obligés à reconstruire une partie du texte. Ça a été des grandes discussions aussi avec Maya sur... Elle est très fort attachée à son texte, c'est son texte, il la suit depuis des années, donc ça a été un travail de réécriture qui n'a pas toujours été simple aussi, parce qu'il fallait qu'elle accepte de se détacher de certaines choses du texte, en se disant, voilà, il y a le texte et puis il y a le film, et donc le film ne va pas être l'illustration du texte. I'm constantly being watched. I always have someone on my back. En commençant à travailler, au départ, la voix de Semira, c'était aussi une voix off. Quand j'ai commencé l'écriture, et puis j'avais des petits bouts de choses filmées, j'ai commencé à monter, je me suis rendu compte que on perdait le fil parce qu'on savait plus qui parlait. Au départ, c'était Maya qui disait à la fois sa voix off et le texte de Semira. Et donc, ça devenait très confus parce que on se perdait un petit peu dans ses voix et dans ses témoignages. Et donc, j'ai réfléchi il faut qu'on puisse distinguer ces deux voix. Et là, Maya m'a parlé d'Obi et m'a dit, j'ai une amie, elle est nigériane, elle est super, elle ferait ça super bien, et puis c'est chouette. On a toujours essayé que ce soit un film collectif aussi fait avec des personnes avec lesquelles on avait des affinités. Et donc j'ai rencontré Obi, et c'est tout de suite, oui, en tant que nigériane, quand elle a lu le témoignage, elle m'a dit, ok, je le fais, c'est important, je veux le faire. Et donc on a réfléchi. Au départ, c'était juste sa voix, et puis j'ai revenu vers elle en disant, oui, est-ce que tu accepterais qu'on te filme? Et puis elle m'a dit, ok, pour ça, je veux bien le faire. Now it's only from 3 to 6 p.m. À partir du moment où j'ai décidé qu'il fallait pas que ce soit une voix off, mais une voix in, je voulais qu'on voit qu'elle lise. Je ne voulais pas qu'elle apprenne le texte par cœur, parce que je voulais surtout pas qu'il y ait une confusion qui soit entraînée de ce fait-là et qu'on se dise, c'est Semira Adamo. Donc le fait qu'elle le lise, ça mettait d'emblée la distance entre Semira et Obi. Et en même temps, évidemment, tout le jeu, c'est que progressivement, on le sait, mais ces deux figures en viennent à se confondre. Enfin, en tout cas, il y a cette idée-là au montage. C'était pas du tout aussi clair pour moi au tournage. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, je pense que c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup d'intuition, et puis au montage, on donne des raisons à nos intuitions.
Et donc petit à petit, j'ai construit au montage ce mouvement aussi où on est de dos et où on va rentrer dans le récit et à la fois on va découvrir l'histoire de Semira et en même temps on va découvrir le visage d'Obi. On commence le film avec Obi de dos en plan plus ou moins taille et on termine le film avec Obi de face en plan épaule, je pense. Et on a ce regard. Je pense que la dernière image d'Obi, c'est un léger regard qu'elle porte en fait sur cette histoire et puis sur les maquettes et qui nous entraîne dans la suite du film aussi, où on va plonger petit à petit dans l'horreur vraiment des faits de l'assassinat. Rules keep changing anyway. One day something's allowed, and the next day it's not anymore. Le témoignage de Semira, donc je l'ai récupéré de ce livre, Les Barbelés de la honte, qui a été édité par le collectif contre les expulsions juste après la mort de Semira. Ils avaient édité un petit recueil regroupant, je pense, une dizaine de témoignages, dont celui de Semira. Enfin, déjà, j'ai été extrêmement touchée quand Mayam l'a lu la première fois. Elle me l'a lu sans prévenir, comme ça, on faisait un test d'enregistrement de sa voix off pour que je puisse faire un premier montage, alors que j'avais que quelques images chez elle. Et puis elle me sort ce livre et elle commence à lire le témoignage. Et dès qu'elle a eu arrêté, on s'est regardé et je lui ai dit, mais en fait, je ne peux pas faire le film sans ce texte. J'aurais l'impression d'étouffer Semira une deuxième fois si sa voix et si ses mots ne sont pas présents pour raconter son histoire. La première chose qui a dû être faite, c'est de retraduire en anglais. Je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus juste d'être en anglais avec Semira, puisque c'est sa langue. Et c'était en anglais qu'elle s'exprimait. Donc on a retraduit le texte, d'abord avec une amie traductrice, et puis Obi, qui est nigériane, est repassée dedans, en me disant, oui, mais non, mais ça, c'est pas les formules de l'anglais du Nigeria. Donc on a essayé d'être au plus juste. On a réécouté les quelques moments où Semira a témoigné à la télévision belge à l'époque pour essayer d'être au plus juste dans le phrasé de Semira de l'époque. Et alors, dans cet extrait-là, ça raconte vraiment l'après. Donc, l'après-évasion, au moment qui suit, entre guillemets, le retour au calme dans le centre, où clairement, Semira Adamou est pointée comme la meneuse de la rébellion, et où toute la répression aussi se focalise sur elle. Et donc, elle nous raconte très concrètement comment se joue cette répression et cette pression à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, on réduit les heures de possibilité d'appels téléphoniques et on autorise les appels au moment où ça coûte le plus cher. Et donc, de manière très insidieuse, on empêche aussi une série de personnes de pouvoir appeler. Et pour moi, je me souviens quand j'ai lu cette partie de témoignage de Semira, je trouvais ça très fort parce que ça disait tout de cette violence qui pourrait paraître anodine. Voilà, oui, on change les heures de téléphone. Non, mais concrètement, en fait, ça réduit encore les possibilités de liberté, de ne jamais savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, cette partie du témoignage était importante pour moi parce que il parlait de lui-même sur cette répression, quoi. Toute la question, qui était une question que d'abord on a travaillé avec Maya, puis que j'ai continué plus seule, c'était quelles images pour raconter cette histoire passée, et puis pour raconter l'actualité des centres fermés. Et là, Céline DeVos, que je connaissais par ailleurs, et dont j'avais déjà vu le travail de maquette, m'a semblé être la personne à contacter pour continuer. Ça résolvait tout de suite le problème qui était... je suis blanche avec papier, ces lieux ne me sont pas destinés. Si jamais on m'autorisait à y rentrer pour me le montrer, je savais d'avance qu'on me montrerait ce qu'on veut bien me montrer aussi. Et donc j'ai refusé d'être de ce côté-là parce que j'aurais pas été du bon côté. Donc ces maquettes permettaient de rendre visible et de raconter autrement ce récit. Et petit à petit, voilà, c'est dessiné avec Céline. Et presque même au tournage, je savais pas encore très bien comment j'allais filmer et figurer ces maquettes. Et puis quand on a commencé à tourner avec les maquettes, elle a commencé à jouer avec cette voiture. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Elle va nous raconter ces trajets incessants, ces allers-retours. Et cette main, c'est à la fois la main de la militante qui essaye de reprendre comme elle peut
le pouvoir sur cette situation. C'est ce qu'elle m'avait raconté quand on discutait. C'était face à cette impuissance. Pour moi, finalement, construire cette maquette, c'était avoir un tout petit peu l'impression que je domine la situation. Et donc, ces mains qui manipulent, c'est à la fois cette main de la militante qui reprend le pouvoir et aussi la figuration des mains du pouvoir elle-même. Donc, il y a ce double lexique qui me semblait apparaître assez justement. Dans cette séquence, Céline va disposer des bâtiments et des éléments d'une plaine de jeu. Donc, on a le bac à sable, la balançoire, qui, oui, était pour moi très signifiant, évidemment. Moi, ça me raconte plein de choses. Alors, c'est évidemment... je ne sais jamais ce que le spectateur va lire, mais d'autant plus que maintenant le film est terminé, ça en raconte encore plus, parce que on a construit donc avant qu'on construise ces préfabriqués pour enfants, et qu'on enferme des enfants, on enfermait déjà des enfants. C'était déjà arrivé plusieurs fois, mais dans le bâtiment qu'on a vu dans le Travelling, au 127 bis. Sauf que l'État belge a été condamné à plusieurs reprises et ne pouvait plus enfermer des enfants dans ces bâtiments parce qu'ils étaient considérés comme non adaptés. Donc ils construisent une annexe où ils défendent que là, les conditions permettent d'enfermer des enfants. Et donc c'est ce jeu aussi entre l'interdit, l'autorisé, comment on va contourner la règle, la changer. Pour moi, ça me raconte évidemment aussi tout ça. Et puis simplement, en fait, déposer une balançoire, tout est dit, en fait, sur l'enfermement de l'innocent. Dans cette séquence-là, le carton, c'est le carton de 2012 sur la construction du Caricole. Donc c'est le centre qui va être construit à côté du 127 bis où était enfermé Semira. Et ce carton prolonge une série de cartons qu'il y a déjà eu avant. Donc on a eu 88, 94 et puis 2012. Et ces cartons viennent sur la maquette ponctuer le récit de Semira, au départ dans une temporalité qui est celle plus ou moins de l'époque de Semira, et puis ça se poursuit dans le présent. C'était indispensable pour moi, pour nous, que l'exhumation de cette histoire serve à penser ce qui se passe aujourd'hui en Belgique par rapport aux politiques migratoires et spécifiquement dans ce cas-ci par rapport au traitement des sans-papiers et de la construction des centres fermés qui continuent à être en expansion. Au début, ils n'étaient pas là dans le montage. Le film a existé pendant un moment sans ces cartons. Et justement, dans ce lien entre le passé et le présent, le film fonctionnait sans. C'était pas un problème. Et certaines personnes ont essayé de me convaincre qu'il fallait que je laisse comme ça. Mais il me fallait ce lien. Et il me fallait affirmer, on pourrait dire de manière peut-être un peu pédagogique, mais pareil, c'est comme avec le cinéma de militant, à un moment j'ai pas de problème avec la pédagogie. Il y a des moments où c'est nécessaire. Je digresse un peu, mais c'est Orwell qui parle de ça. Je sais plus avec qui il est en correspondance et quel auteur lui dit non mais c'est dommage, ça pourrait être de la grande littérature, mais il y a trop d'informations, d'éléments. En fait, dans tes textes, il y a trop de journalisme. Et Orwell lui répond non, mais à un moment donné, je suis d'accord. Mais il y a l'urgence du présent qui m'oblige et qui m'engage à faire un peu moins de littérature et faire un peu plus de journalisme. Et par rapport à ce récit sur Semira, et qui se prolonge avec Maouda, c'était la même chose. Je suis d'accord, j'aurais pu faire un très beau film où on serait parti dans l'évocation et où on serait pas revenu aux cartons qui ont aussi pareil dans le milieu une sorte de connotation didactique qui est décriée, mais c'était pas possible. C'était pas possible de ne pas dire qu'au moment où je faisais le film, on venait de terminer de construire des annexes pour enfermer des familles avec enfants. Ce n'était pas possible de ne pas dire à la fin du film non plus que après la mort de Maouda, le ministre n'a pas démissionné et que le policier qui l'a tué n'est pas inculpé. J'aurais pu faire un très beau film de cinéma, mais j'aurais pas honoré la mémoire de ces deux femmes. Et c'est là qu'à un moment donné, pour faire de l'art, ça n'a absolument pas, ça n'a aucun sens pour moi. Ce film, il avait un sens concret, sinon je le faisais pas.
C'est un choix que je fais de le défendre comme film militant. Film militant au sens où, comme je le disais, c'est un film fait avec les militants où en fait, je suis d'abord militante sur ces questions-là avant d'être cinéaste. Et militant au sens où c'est un film qui appelle à l'action, qui appelle à la lutte. Très important pour moi de le défendre comme tel parce que c'est vrai que je viens du milieu du cinéma, j'ai fait des études de cinéma et une sorte de discours ronronnant sur le cinéma politique où on va dire je donne la parole à, je rends visible. Et c'est quelque chose que je trouve compliqué parce que ça permet de se créditer de politique assez simplement. Faire un film politique aujourd'hui, c'est une sorte de norme. Il faut faire un film politique, mais alors qu'est-ce que c'est un film politique ? Ça devient un peu très problématique. Et donc pour moi, dans ma démarche, j'avais vraiment moi je veux pas faire un film politique, c'est un film militant. Et je l'affirme aussi parce que dans ce même milieu, le film militant est décrié comme étant un film sans réflexion formelle, intéressant sur le contenu, mais qui néglige le travail de la forme. Et je tenais à la fois pouvoir faire un film qui soit un film de lutte, mais avec une attention à la forme, en considérant évidemment qu'en fait l'un ne va pas sans l'autre. Qu'à un moment donné, si on n'a pas de réflexion sur la forme, sur ce qu'on est en train de faire, on est en train de reproduire les formes dominantes, et on ne peut pas échapper du coup à une certaine récupération qui fera que le film ne sera plus politique.